Je m'appelle Ibrahim Fall, je suis le gérant d'une entreprise qui évolue dans le digital. Donc nous développons des solutions IT digitales qui sont dédiées à l'industrie de production, euh, comme des gestions de production, des gestions de la maintenance, comme GMAO, liées, combinées à l'IoT. Donc ça donne un nouveau paradigme qu'on appelle le Factory 4.0, donc l'industrie 4.0. Donc, on aide les entreprises à évoluer, à arriver à atteindre ce qu'on appelle l'excellence opérationnelle. Bon, l'utilisateur principal, c'est le technicien qui doit gérer ça, la maintenance d'une machine. Euh, c'est l'opérateur qui doit conduire une machine de production. C'est le directeur de production qui doit planifier sa production. C'est le responsable de la maintenance qui doit planifier sa maintenance. C'est le contrôle qualité qui doit contrôler la qualité de la production qui est faite. Donc c'est l'ensemble des acteurs qui évoluent autour de la production d'un objet ou d'un bien qui sont les principaux bénéficiaires. Les principales fonctionnalités, c'est comme la planification de la maintenance, par exemple la récupération automatique des arrêts de production. D'habitude, dans l'industrie, qu'est-ce qui se fait? Les gens utilisent des papiers qu'on donne aux opérateurs ou aux techniciens qui relèvent manuellement les arrêts de production et après, les responsables prennent ces arrêts-là et ils les analysent pour voir quels sont les points d'amélioration avec toutes les possibilités de faire des erreurs. Et dans ce cas, des solutions que nous proposons, donc euh, les arrêts machines ou bien toutes les anomalies que les machines présentent durant leur fonctionnement sont récupérées automatiquement et après mises à disposition des acteurs ou des responsables de la production pour qu'ils puissent les analyser. Par exemple, la gestion de l'énergie, de la consommation énergétique en temps réel, le contrôle de gestion après la production ont la possibilité de faire le calcul et voir en temps réel, de voir de manière efficace quel est le nombre de kilowattheures qu'ils ont consommé, quelle est la quantité de matière qui a été utilisée durant cet intervalle de production. Bon, des cahiers de charges, bon, moi je suis acteur de l'industrie, je suis ingénieur automaticien, donc j'ai travaillé dans le passé comme programmeur de machines automatiques. Donc j'ai développé beaucoup de systèmes, j'ai voyagé beaucoup et j'ai été dans différentes usines de production. Donc je connais plus ou moins le besoin, ce qui se fait, quels sont les défis, quels sont les challenges à relever pour que la performance de l'industrie puisse augmenter. Le principal problème de l'industrie sénégalaise, européenne ou américaine, c'est la performance. Donc il y a beaucoup de pertes, beaucoup de gâchis en temps, en matière, en ressources. Et ce sont ces ressources-là qu'il faut optimiser. Et pour pouvoir les optimiser, il faut avoir une visibilité totale sur le process. À partir des matières premières, suivre tout le process jusqu'au produit fini. Donc ça, si on arrive à le tracer d'une manière automatique en récupérant l'information dans le système et limiter au maximum possible l'intervention de l'humain dans le process de récupération de ces infos-là, on aura des informations de qualité fiables qu'on pourrait par la suite analyser et en déduire des KPI et voir là où on peut améliorer là où on peut intervenir pour améliorer tout le processus. Bon, ce sont des technologies standards, hein, juste que il faut les combiner, il faut savoir les combiner. Par exemple, parce que
ici, le challenge, on est dans deux mondes différents. On est dans l'informatique, donc parce qu'on doit donner une interface graphique et avoir une base de données là où stocker l'information et que les utilisateurs peuvent accéder d'une manière simple à partir d'un smartphone ou bien à partir d'un browser. De l'autre côté, on a des systèmes automatiques qui marchent avec des standards industriels. Donc, ce sont deux mondes différents qu'il faut savoir mettre ensemble pour qu'ils travaillent ensemble. Donc, il y a beaucoup de challenges là-dedans. Par exemple, un des challenges, c'est le real time. C'est le real time. Dans l'informatique, le standard, le real time n'est pas un souci. Il n'y a pas un... Quand je clique sur un bouton, si la réponse arrive une seconde après ou 2 secondes après, ce n'est pas la fin du monde. Mais dans le monde de l'automation industrielle, le temps est important. Quand je donne une ordre, je dis une machine, fais ça, ça doit être fait dans les temps comment dirais-je, dans les temps qu'on a prédéfinis. Donc c'est du real time. Donc combiner ces deux mondes-là, c'est extrêmement difficile. On doit utiliser des capteurs qui doivent monitorer des process extrêmement rapides. Si je dois compter le nombre d'objets qui passent en temps réel, pour monitorer la production en temps réel, dire ok, moi je veux savoir combien de bouteilles sortent par minute. Donc je mets un capteur qui fait le sampling, qui fait la lecture, qui l'envoie dans un système informatique, pas dans un système automatique. Le système informatique ne respecte pas les standards de real time. Donc vous voyez que si le système informatique n'est pas performant de telle sorte de pouvoir recevoir toutes les données qui arrivent en millisecondes ou bien en nanosecondes des fois, donc on va perdre de l'information. Donc ça, ce sont les défis à challenger pour pouvoir avoir un système Factory 4.0 qui marche. Si on a un serveur cloud, c'est clair que ce sera plus performant parce que la latence aussi c'est un problème. Si je dois utiliser le cloud sur un serveur qui est à New York, donc moi j'ai mon système qui est au Sénégal, et, mon capteur va lire l'information, il va l'envoyer dans le réseau qui va dans le cloud jusqu'à New York et après pour que mon serveur puisse récupérer l'information. Si tout est en local, en réseau local dans un LAN local, c'est clair que ça peut être beaucoup plus performant. Du coup, ça aussi c'est un challenge. C'est un des défis, un des problèmes à régler, la latence dans la transmission. Parce qu'il y a la récupération de l'information, donc sa transmission et sa gestion. Ce sont trois phases qui sont extrêmement qui sont sensibles au temps et aux durées. Alors, ici, on a... Maintenant, c'est ce qui se fait. Hein. On fait du microservice. Donc, on a une architecture microservice. On a beaucoup de modules qui font le travail. C'est important parce que, juste pour donner un exemple, si le module qui doit recevoir l'information des capteurs est le même module qui doit gérer l'interfacement avec l'utilisateur, qui doit afficher les données, vous voyez que le même module va faire deux travaux en même temps. Et ces deux travaux-là risquent de consommer du temps comment dirais-je, de consommer du temps parce que l'information qui arrive du capteur doit être reçue, élaborée et stockée dans la base avant que l'information qui doit suivre arrive. Vous voyez qu'on n'a pas de temps. Si le capteur m'envoie une lecture chaque 100 millisecondes, donc moi, mon module doit faire tout son traitement avant que ces 100 millisecondes passent. Donc si ce même module doit faire aussi d'autres travaux, doit, je ne sais pas, faire du BI ou faire quelque chose d'autre,
ça peut créer des soucis. Donc là, on est obligé de faire des microservices, faire des modules qui font que du traitement spécifique par rapport à un besoin spécifique. Donc lui donner les ressources nécessaires afin qu'il puisse faire ce travail-là et rien d'autre. Un capteur, par exemple, on peut parler d'un capteur de présence. Un capteur qui lie la présence d'un objet. Comme l'exemple que j'ai fait avant, on a une machine qui produit des bouteilles, qui remplit des bouteilles par exemple. Moi, je dois faire un contrôle de qualité. Cela veut dire que si cette bouteille-là doit être remplie, doit contenir 1,5 litre, si moi je mets un capteur une balance connectée, donc qui me mesure le poids de cette bouteille-là, donc si c'est rempli à 1,5 litre, moi je peux savoir plus ou moins le poids. Si c'est rempli à 1 litre, vous voyez qu'il y a une différence. Donc ce capteur-là doit à temps réel lire le poids de chaque module qui passe. Donc ce poids-là qu'il lit doit être envoyé au module, au back-end disons, qui peut être fait en Java. Dans notre cas, c'est du Java. C'est du Java Spring. Donc il reçoit cette information-là et qui doit faire un traitement et le stocker en base, qui doit aussi faire le traitement par rapport aux besoins de contrôle qualité. Si moi je dis que, parce que les machines ne sont pas parfaites, tu peux le régler pour qu'il fasse un travail. Après 10 minutes, ils peuvent se dérégler. Donc pendant 10 minutes, elle marche bien, il remplit à 1,5 litre les bouteilles. Après 10 minutes, il commence à faire dans le temps 1,4 litre, 1,3 litre, après ça devient 1 litre. Donc si tu laisses passer pendant 1 heure de temps, cela veut dire que tu as rempli des bouteilles pendant 1 heure de temps à 1 litre. Tu as perdu ta production. Dans ce cas-là, on parle d'un contrôle qualité réactif. Par contre, actuellement, on doit faire du contrôle qualité à temps réel, non différé. Donc on a le temps, on a la possibilité de paramétrer, lui dire, ok, après 1 minute ou bien après 10 bouteilles mal remplies, il faut arrêter la machine ou bien il faut envoyer un mail. Il y a des actions qu'on peut paramétrer et lui dire de faire. Ça permet de stopper les productions avant que ça soit un trottoir, disons, quoi. Qu'on ait fait 1 heure de production qu'on va perdre. Et c'est quelque chose qui se passe dans l'industrie, hein? Parce que d'habitude, les contrôleurs qualité, ils arrivent à des intervalles définis. C'est moi, je suis le contrôleur qualité. Chaque 1 heure de temps, je viens, je prends des échantillons, je vais dans mon laboratoire, je fais des contrôles, après je décide quoi faire. Dans ce cas-là, on perd énormément de temps et énormément de ressources. Donc, avec ces systèmes Factory 4.0 de contrôle qualité 4.0, donc en temps réel, on a la possibilité de faire de telle sorte que ce capteur et ce module nous aident à pouvoir prendre des décisions rapides et ne pas perdre du temps et gagner beaucoup d'argent. C'est ça, c'est de l'argent en plus parce que si on a produit pendant 1 heure de temps, cela veut dire qu'on a perdu 1 heure de production. Il y a des productions qu'on peut récupérer, il y a d'autres qu'on ne peut pas récupérer. Par exemple, les bouteilles qui sont déjà remplies, l'eau, qu'est-ce qu'on va en faire? La bouteille, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est difficile de les remettre manuellement un par un dans le système pour qu'ils soient remplis à nouveau. On a perdu 1 heure de production. Ça dépend, hein, parce que ça peut être très critique comme système. Donc, on peut décider de le mettre sur un cloud externe, mais d'habitude, le besoin de le mettre sur un cloud externe est relatif. Ok, il peut tranquillement marcher en local, sur un serveur local. Si on ne veut pas investir sur un serveur local, on peut le mettre sur le cloud. Mais pour la sécurité principale, il y a deux choses critiques ici. Il y a la transmission de l'information, mais il y a aussi l'exposition d'une installation industrielle par rapport au web. Parce qu'il y a un module qui se connecte
qui peut se connecter sur l'automate programmable, par exemple. Au lieu que d'utiliser un capteur, on a des modules qui peuvent se connecter sur l'automate programmable, qui est l'ordinateur qui gouverne la machine ou le système, le process, et récupérer l'information automatiquement. Donc, dans ce cas-là, notre système est connecté au process. Si notre système est exposé par rapport à l'Internet, donc même le système sera exposé. Et dans ce cas-là, on applique des systèmes de sécurité standards. Du coup, déjà la transmission, ce sera codifié avec du HTTPS, par exemple. On peut, même si on utilise du MQTT, qui est un protocole de messaging, qui est très utilisé dans la communication entre les objets connectés et les serveurs. Même dans ce cas-là, on peut crypter l'information qui passe. Ici, on peut appliquer les standards qu'on utilise dans l'informatique, dans la sécurité informatique standard, qui fonctionnent, et donc ça sécurise bien le process, avec des firewalls, des choses comme ça. Toutes les données sont chiffrées, parce que le serveur, l'information, si on utilise l'MQTT entre l'objet connecté, le capteur, disons, l'objet connecté, et le serveur qui doit élaborer l'information, il utilise du MQTT. Donc on peut utiliser du MQTT sans chiffrement. Donc on transmet l'information comme ça, en texte, en plein texte. Mais on peut aussi le chiffrer. Donc c'est un protocole qui permet le chiffrement de l'information. Donc même si quelqu'un vient et l'intercepte, il ne saura pas l'information qui est transmise. Alors, actuellement, tout ce qui se fait est mobile first. C'est ce qui se fait. Donc, même quand on travaille sur un projet, on fait de telle sorte qu'il soit responsive par défaut. Donc, qu'il soit mobile friendly et web friendly, obligatoirement. Parce que, je donne l'exemple du technicien qui doit être sur le terrain, gérer une maintenance. Donc, si le système lui donne un plan de maintenance qu'il doit suivre, d'habitude, on lui donne des feuilles qu'il imprime. Donc, là où on écrit tout le process de gestion de la maintenance, donc ce qu'on appelle des gammes de maintenance. Une gamme de maintenance, ce sont les étapes à suivre pour faire la maintenance. Donc, ça, nous, on l'a digitalisé. Donc, on donne plus de feuilles. Donc, la personne, le technicien, devant sa machine, doit avoir une tablette. Et dans cette tablette-là, il va avoir les détails, toutes les étapes, toutes les actions qu'il doit faire pour que cette maintenance soit faite dans les normes prédéfinies. Donc, obligatoirement, il ne peut pas se déplacer avec son ordinateur. Donc, une tablette ou un téléphone, il doit pouvoir faire ce travail-là. Même son rapport. Après la maintenance, il doit faire un rapport de production, un rapport de maintenance. Et ce rapport-là, il doit pouvoir le faire avec son téléphone. Ouais, comme je disais, alors, d'une part, c'est de l'informatique standard, d'une part, c'est de l'automation industrielle. Donc, ce sont deux mondes qui se parlent. Et il y a des technologies disponibles pour que ça marche. Donc, la partie informatique sera gérée comme n'importe quelle application informatique qui sera sur un serveur, sur le cloud ou un serveur propriétaire, mais qui sera sur un serveur. Sur la partie automation, on a besoin de dispositifs qui vont se connecter, des dispositifs qu'on appelle des gateways IoT. Par exemple, nous, on a développé notre propre gateway IoT qui se connecte sur le capteur ou bien qui se connecte sur l'automate programmable. Donc, ce gateway-là, c'est un objet, un mini-ordinateur qui aura son système intérieur, donc qui sera capable de se connecter sur différents objets, donc capteurs, ou bien sur un automate, et qui va transmettre l'information au serveur remote. Comme je dis, qui sera géré comme un standard
du standard informatique, hein. Donc là, on peut le déployer directement comme, comme un objet cloud en utilisant AWS ou bien n'importe quel provider de cloud avec tout ce qui suit derrière. Ouais, en étant sur nous on a sur les mises à jour on a un pipeline. Par exemple sur ça devient du DevOps. Ça devient du DevOps. Cela veut dire que on a des environnements comme GitLab, GitHub, choses comme ça, Jenkins, qui te permettent de gérer tout un processus de déploiement d'une application. En débutant sur le build du code source que tu as fait, donc ils le convertissent, si dans le cas d'une application Java Spring, il peut le convertir en quelque chose de un point jar ou bien un point R, ça dépend du framework qui est derrière. Dans le cas du Spring, nous on fait justement du point jar. Donc c'est ce point jar là qui va être déployé directement sur le serveur. Donc qui va être lancé sur le serveur, accessible directement. Ouais. Oui, ça dépend juste du mode de déploiement que le client veut accepter de faire, parce que ça dépend aussi du coût. Si le client accepte d'acheter un espace cloud, ou bien nous on lui offre un espace cloud, ou bien le client dit ok, moi j'ai mes serveurs en local. Ça, par exemple, dans le cas des récemment on est sur un projet avec une école, parce que même l'application peut être utilisée dans le cadre de la formation des techniciens. Si, voilà. Donc les utilisations se forment. On a des sessions de formation, donc on les explique comment ça marche. On a des vidéos de présentation qu'ils peuvent consulter. On a aussi des guides d'utilisation écrites avec des captures d'écran, des indications claires sur comment l'outil marche. Alors, en ce 2025, on doit grandir parce que nous sommes une très petite entreprise, disons, qui doit grandir. Ouais, c'est de la technologie qu'on doit pouvoir faire adopter par l'industrie parce qu'ils en ont besoin. La Factory 4.0 est quelque chose qu'on utilise depuis maximum 10 ans. C'est quelque chose de très récent. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui ne connaissent même pas ce que c'est. Au Sénégal, on n'en parle même pas. On n'a même pas de programme pour le développement de la Factory 4.0 aujourd'hui. Si je donne l'exemple, l'Italie est un pays que je connais un peu plus, parce que j'y ai vécu pendant plusieurs années. Il y a 6 ans, le gouvernement a débloqué 4 milliards de dollars. 4 milliards de dollars, donc ça va faire 6 000 milliards de francs CFA plus ou moins, pour stimuler le secteur de la Factory 4.0. Rien que pour ça. Donc c'est l'État qui drogue, qu'on dit entre guillemets, pour que le secteur puisse exister. Parce que si moi j'ai une petite industrie, je peux adopter une technologie pour booster la performance de ma production. L'État te paye ces technologies-là ou bien te paye 50%, 70% en fonction de l'entreprise. En réalité, l'État en gagne un retour. Ces 4 milliards de dollars que l'État a mis va le récupérer. Parce que moi, en tant qu'entreprise, si j'avais
un pourcentage, un taux de performance de 40-50%. Parce qu'en général, c'est dans l'industrie que tu vois en général, les performances sont très bas. Si on arrive à 70, 80, on est extrêmement performant. Donc, arriver à 50, 60 jusqu'à 80, cela veut dire que je gagne plus, donc je paye plus de taxes. L'État va récupérer ces 4 milliards de dollars qu'il a injectés. Et en même temps, il a créé une industrie. C'est ce que dans nos écosystèmes, nos États ne font pas. Ils ne créent pas d'écosystème. Et eux, c'est ce qu'ils font. Ils n'ont pas compris. Pour moi, ils n'ont pas compris et les priorités ne sont pas ceux qui... Ils se trompent de priorité. Par exemple, actuellement, on nous parle beaucoup d'intelligence artificielle. OK, l'État en parle, tout le monde en parle. Mais dans la pratique industrielle, dans la réalité, dans les prochaines 10 ans, est-ce que cette intelligence artificielle peut avoir un impact sur nos processus de production? Si moi je suis à Diamniadio, je produis des chaussures. Comment dans 10 ans, des outils à AI peuvent m'aider à booster ma production? C'est ça la question. Est-il possible ou pas? Si je mets la Factory 4.0, mais parce qu'en réalité, l'AI n'est pas, c'est un plus qui pourrait venir améliorer la Factory 4.0. C'est un outil de plus. Mais les basiques, ce sont les basiques qui font plus l'impact. Parce qu'il faut avoir les bases et après rajouter quelque chose. Donc l'AI peut venir après. Mais ce n'est pas une finalité. Actuellement, on est en train de parler de quelque chose sans les bases. C'est ça le souci. Sans les bases. Donc, l'État investit dans l'intelligence artificielle, mais il n'investit pas dans l'informatique de base. Il n'investit pas dans l'automatisation de l'industrie. Donc, ce sera une AI inutile à l'industrie. Je dirais à l'État de revoir sa copie. Récemment, ils parlent de New Deal technologique. Ok, l'idée est bonne. 1000 milliards et plus à injecter dans les 5 prochaines années dans le secteur. C'est bien, c'est beaucoup d'argent. Mais rappelons-nous qu'il y avait un plan similaire dans l'ère Macky Sall qui est terminé en 2025, qui a eu 17% de taux de réalisation, pratiquement zéro. Donc, c'est bien d'avoir une vision claire des projets. Après, il faudra, cette manne financière-là doit être utilisée dans les secteurs clés, dans les secteurs qui peuvent générer de la valeur pour notre industrie. Parce que tout ce qu'on fait, tout ce qui se fait, toute l'informatique du monde, l'informatique essentielle, son rôle ultime, c'est que du support. Déjà, je vous remercie de cette interview, c'est vraiment important. Moi, un plaidoirie que vraiment j'ai par rapport à l'utilisation du numérique, parce que c'est ce que je disais avant, sans un bon support de communication, on ne peut rien utiliser. Je veux dire, je peux créer un outil très performant, très bien fait, utile, mais si la personne qui doit l'utiliser n'a pas les compétences ou les prérequis pour pouvoir l'utiliser, c'est ça, inutile. Nous, on voit que dans le temps, les gens qui parlent français, le pourcentage des personnes qui apprennent à écrire et à lire en français n'augmente pratiquement pas. Donc le niveau est en train on n'avance pas, mais ça dégraisse. Donc on doit investir beaucoup dans nos langues pour que les gens savent lire et écrire dans nos langues. Et c'est là qu'on pourra vraiment avoir une population qui sait utiliser les technologies. Par exemple, je donne un exemple. Si une mère de famille doit aller, on va faire un état civil connecté. Donc moi, à partir de chez moi, je dois pouvoir entrer dans la plateforme
et faire une demande d'un extrait. Ma mère qui ne sait ni lire ni écrire en français, comme 2%, comme 2 tiers des Sénégalais qui ne savent ni lire ni écrire en français, comment elle va le faire? Donc, elle, au moins, elle sait parler et comprendre une langue, qui est Wolof ou Pulaar. Il lui manque juste une chose, ça, et savoir la lire. Donc, c'est une étape. Donc, elle fait moins d'efforts comprendre sa langue maternelle que aller utiliser une plateforme écrite dans une langue qu'elle ne connaît pas. Donc, ça, une plateforme pratiquement pas très utile. Très bien fait, mais pas très utile. Ça. Donc, je voudrais faire un appel dans ce sens-là, qu'on investisse beaucoup plus dans l'enseignement de nos langues nationales et dans l'enseignement technique, carrément dans l'enseignement technique.